Je prends la parole sur le mic sans que l'on m'invite. Lady Lesty. Mais là, je suis calme là quand je le dis. Mais à l'époque, T'étais vénère. l'énergie, tout l'énervement de tout ce que j'avais supporté toute ma life. Le hip-hop et le R&B ont une histoire. Et sur Ado, on la défend. Florian reçoit les légendes dans Ado Family. Bonjour Lady Lesty, Aline, Yes. de retour dans les studios d'Ado, yes, ça faisait yes, des yes. années. Et franchement, ça fait, je sais même plus combien d'années. En fait. Ça fait très longtemps. La pionnière du rap français féminin en tout cas, parce qu'il a fallu t'imposer à l'époque Ouais, dans c'est les vrai. années 90. Ouais. On va en reparler. T'as fait ton retour sur scène l'été dernier au Do You Remember Oh Festival. là là, mais c'était magnifique. Ça faisait combien d'années que t'avais pas été sur scène? Entre 15 et 20 ans, C'est un truc de fou. c'est un truc de fou. T'es venu c'est pour vraiment... chanter Je suis venue pour chanter Et si. Et si. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère? Et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre? Mon récit, si t'as perdu un être cher? Et si, tout simplement si. Alors c'est voilà le producteur, hein, tu le connais, hein, il m'a appelé. En fait, je voulais pas trop, j'avais plus envie de faire de scène parce que je voulais pas faire de scène. Et puis j'ai eu ce producteur qui m'a appelé et je sais pas, il avait les mots et je pense que c'était aussi le moment où il fallait que je le fasse en fait parce que j'ai vraiment ressenti le besoin de partager ça avec le public. En fait, c'est ce qui manque beaucoup. Dans le fait de ne plus monter sur scène, c'est le partage. Il y a un moment où tu t'es dit je veux plus monter sur scène? Ou c'était un déclic ou ça a été longuement réfléchi à l'époque? C'était longuement réfléchi. J'étais vraiment sortie du milieu de la musique. Je voulais plus faire de concerts. C'était un choix. Je me sentais bien dans mon choix. Et plusieurs producteurs m'ont contacté, hein, plusieurs fois. Ouais, vas-y, Lesty, il y a ça. Non, j'ai pas envie de le faire. Mais ce producteur-là, vraiment, il a su avoir les mots pour me. Et il y a une prochaine édition du Do You Remember Exactement, Festival qui arrive l'été prochain Exactement. à Toulouse et à Meriel dans le 95. Yes. On en reparlera. Yes. Alors, t'es venu pour faire un morceau particulier l'été dernier. Et si? Et si. On va en reparler. Là, on va retracer un petit peu tout le parcours de ta vie, notamment de ta vie artistique. Yeah. On va revenir à la base. Donc, toi, t'es né en Guadeloupe à la base. Hein. Je suis née en Guadeloupe. J'ai pris l'avion. Je me souviens, j'avais 5 ans avec mon petit frère qui avait 4 ans, Rudy. Et on est arrivé à Levallois-Perret, dans un endroit inconnu, complètement déstabilisé parce qu'on ne connaissait pas la France. Tu te souviens du moment où tu as pris l'avion de ce jour-là précisément? Parce que tu étais petite. Je me souviens pas du moment où j'ai pris l'avion, mais je me souviens au moment où j'ai rencontré mes parents. Parce que moi, ils étaient partis. Mon père était venu en France le premier, il avait fait venir ma mère. Okay. Donc moi, je vivais en Guadeloupe avec mes tantes, ma grand-mère, mes oncles, etc. La belle vie. Et puis, en fait, j'étais déracinée, quoi. Moi et mon petit frère, on était déracinés. On a dit, allez, vous repartez du jour au lendemain. Du jour au lendemain, sans explication. Ah ouais. Et ça a été très dur pour nous de s'adapter à ce monde qu'on connaissait pas, entre la Guadeloupe. Tu connais la Guadeloupe, hein? Bah oui. Hein, je pense que tu es déjà allé. Et la France, le gris, les immeubles, le bitume, enfin, c'était vraiment un dépaysement total. T'es arrivé l'été ou l'hiver? Tu L'hiver en plus. En plus. Ah ouais. Ciel gris. En plus, le truc, c'est qu'on n'habitait pas. Mes parents, ils habitaient dans un petit studio à Levallois-Perret. Alors que là-bas, vous aviez de la place. Ah, mais laisse tomber. Moi, je me baladais il y avait un terrain vague là. Les jeunes, ils jouaient au foot. De ce que me disent mes oncles, moi, je me baladais comme il faisait chaud. Je me baladais en couche. Comme dans les pubs des bébés pour les couches. Je faisais ma life. Et le fait qu'on nous ait arraché moi et mon petit frère Rudy de notre terre natale, c'était le début d'une vie assez chaotique. Ah ouais, c'est vrai que ta vie a été jonchée d'épreuves, de péripéties. La musique, ça arrive à quel moment? Quand t'es plus petite, tes premiers souvenirs de musique, c'est quoi? En fait, la musique, ça a toujours été dans mon environnement. En Guadeloupe, il y avait de la musique partout. Mon père, il écoutait de la musique quand on était à la maison avec lui. Il écoutait quoi? Ah, lui, c'est un entier, hein, donc il écoutait comment ça s'appelle, du zouk à l'ancienne. Ouais. Il écoutait les Aiglons. Bah, ceux qui sont entiers, qui connaissent et qui écoutent cette émission, ils vont comprendre de quoi je parle. Puis ça poule, puis ça conna, puis ça conen, puis ça bourrique. Il écoutait du compas aussi. Ouais. Il écoutait Bob Marley, je me souviens aussi.
Et la musique, ça a toujours été mon environnement. C'était un bon vivant, il aimait sortir, il buvait beaucoup. Donc, la musique, quand je connaissais la musique, j'ai entendu depuis que j'étais enfant, en fait. Mais vraiment, le rap en lui-même commençait à rentrer dans mon monde. Je m'en souviens très bien, j'avais 12 ans. Ok. Et on était en famille, et c'était un samedi ou un dimanche, je sais plus. Et c'était une émission qui s'appelait HIP HOP. Ça passait sur TF1 le samedi après-midi. Ouais, samedi après-midi. C'est quand même un truc de fou. Dans les années 80, il y avait une émission de hip-hop sur TF1 le samedi après-midi. Après, il n'y a plus. Il n'y avait plus. Et du coup, on était réunis en famille. Je me souviens, il y avait mon oncle, etc. Et quand j'ai vu cette émission, je me dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? Comment ils font en fait, donc le présentateur s'appelait Ciné, un Renoir, s'il te plaît, sur TF1, samedi après-midi. C'était un truc de ouf. Et il a commencé à nous expliquer d'où venait le hip-hop. Parce que c'était vraiment toute la culture hip-hop. Ah oui, le graphe, la danse. Bon, il faisait pas de graphe, mais après, moi, je me suis renseignée et j'ai compris que le hip-hop, c'était pas juste le rap. C'était du DJing, le graffiti, la danse, les b-boys, le smurf. Enfin, pour moi, c'était... Je me dis, mais comment ce truc-là, il existe? Comment j'étais pas au courant jusqu'à maintenant? Ouais. Et je me suis lancée dedans. Et je me souviens quand il nous disait, il parlait un peu saccadé, tu vois, comme s'il rappait, mais il rappait pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai vu ça, je dis, oh, bon, j'ai essayé de faire un peu la danse. Donc là, tu as commencé un peu dans ta chambre? Ouais, un peu vite fait, hein, le Smurf, tout ça. Bon, j'étais pas très bonne dans Smurf. Mais j'ai quand même fait de la danse hip-hop. Et en fait, c'est ce jour-là où je me suis lancée vraiment dans connaître d'où vient ce mouvement, écouter. Et puis après aussi, on écoutait les radios, on essayait de se connecter sur les radios où on passait du rap. À l'époque, il y avait Radio 7. T'as connu cette radio? Oui, je me souviens très bien de Radio 7. Ouais. Et puis aussi, on regardait à la télé, il y avait des émissions aussi, un peu plus tard, je pense, mais j'étais un peu plus grande. Olivier Cachin. C'était plus années 90 ouais, voilà. sur M6. Mais bien avant, ouais, franchement, je me suis connectée à ce mouvement, à ce... Bon, après, je ne pouvais pas sortir comme je voulais, mais j'essayais d'attraper ce que je pouvais prendre et je commence à m'habiller comme les rappeurs de l'époque, là, tout ça. Mais vraiment, je me suis dit, mais ça me correspond. Et tu as commencé à écrire un peu aussi? Non. En fait, j'aimais bien le côté revendicateur du rap, tu vois. On n'est pas content, on dit des trucs, mais d'abord, j'ai commencé par la danse. Ok, j'ai c'est vraiment la danse. La danse, parce que moi, je suis quelqu'un de très expressive, voilà. Et je ne m'étais pas dit au début que j'étais capable de rapper. Et donc, tu as rejoint un crew, une association, quelque chose? En fait, bon, donc, à 12 ans, j'allais à l'école, je faisais mes trucs, mais en grandissant, j'ai eu l'occasion de rencontrer des magnifiques filles à Paris, et on a monté le groupe Histoire d'elle, avec Barbara, la chorégraphe, Cathy, Betty, Aurélia. En fait, on était 7 filles, et en fait, on voulait pas danser derrière des rappeurs. Vous vouliez être sur le devant de la scène. Nous, voilà, parce que la danse, c'était aussi un moyen de s'exprimer. Ouais. Et Barbara, la chorégraphe, elle rentrait dans un univers où à travers ses chorégraphies, on expliquait quelque chose, en fait. Et aussi, à l'époque, on traînait beaucoup avec un groupe qui va aussi être un groupe qui va me permettre d'avancer dans le rap, qui s'appelait Sléo. Okay. Et on fréquentait Fab, on fréquentait ce groupe-là. Et la première fois où on a eu l'occasion de faire notre chorégraphie, c'était à Laval, je m'en souviens très bien. Et il y avait Fab, il y avait Sléo, il y avait plusieurs rappeurs underground. Et ils ont fait leur show. Nous, on a fait notre show. Mais c'est là que j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, c'est bien la danse, mais en fait, eux là, c'est eux les rois du monde. Ils ont un micro et ils racontent ce qu'ils veulent. Et il y a eu ce déclic là qui est arrivé et je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est ça que je dois faire en fait. Jusqu'à présent, moi, je ne connaissais pas de rappeuse. Si, il y avait Sté aussi. C'était la même époque? Oui, c'était la même époque. Mais elle était plus timide dans son coin. Parce que là, on est quoi? Milieu des 90? Oui. Okay. Oui. Elle était plus dans son crew à elle, Ivry, Stomy B, enfin, tu vois ce que je veux dire, on entendait par des dead, mais elle n'était pas exposée, ouais, vraiment. C'est ça. Et
tout comme le moment où j'ai dit je veux rentrer dans ce mouvement quand j'ai vu l'émission HIP HOP, là j'ai dit non. C'était quelque chose en moi qui me disait non, il faut que tu y ailles. Pourtant, je savais pas me poser sur un beat, je savais pas quoi dire, je savais pas. Mais avec l'aide des Sléo, du coup. Donc c'est eux qui t'ont un peu coaché. Ouais, Jazzico et Slideo, ils ont vu mon envie en fait, parce qu'on traînait un peu avec eux, et ils m'ont pris sous leur aile, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Ok. C'était extraordinaire. Et donc là, à partir de ce moment-là, ils t'ont emmené en studio. Alors eux, oui, ils avaient un studio à Gentilly, et on a travaillé sur le nom. Il fallait que j'ai un nom qui claque quand même, tu vois. Ouais. On a travaillé sur le flow, on a travaillé sur déjà m'apprendre à me poser sur un instru, parce que j'avais déjà le rythme, la danse, tout ça, voilà. Mais il fallait quand même qu'on m'apprenne les bases. Ouais. Parce que c'est technique. Bah, c'est technique quand même. Hein. Ah c'est ouais. pas j'arrive, je pose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut comprendre la musique. Et puis, si tu veux faire un morceau structuré, il faut comprendre la musique. Comment quand elle commence, les mesures. Parce que c'est des mesures. Tu peux pas écrire un morceau sans compter les mesures, en fait. Donc, je suis rentrée dans ce monde-là d'apprendre à compter les mesures, apprendre à me poser. Mais aussi, après trouver mon propre style et mon propre flow, parce que quand tu traînes avec des gens, ben, tu as tendance à copier. Toujours. Même si tu fais pas exprès, tu es inspiré d'une façon ou d'une autre. Exactement. Et cette période, c'était extraordinaire parce que, alors, j'étais une jeune fille motivée, je travaillais un petit peu, j'ai eu mon bac, mais bon, différents problèmes m'ont pas permis de faire de longues études. Donc, je m'étais lancée dans la danse, j'avais un petit boulot, et après, je travaillais avec les Sléo, et moi, ça me convenait parce que c'était mon choix à moi, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à évoluer, progresser. Et je ne me rappelle plus l'année, mais en 1995, je me souviens, les Sléo, ils ont fait un freestyle sur leur album qui s'appelle Ensemble pour une nouvelle aventure. D'accord. Et ils m'ont proposé de faire un petit bout de freestyle sur un des morceaux qui s'appelait Ne joue pas avec le feu. Ils ont invité plusieurs artistes, dont La Clica, Fab. Des grands noms de l'époque. Ouais, voilà. Je prends la parole sur le mic sans que l'on m'invite, Lady. Et du coup, j'avais une pression quand même, hein, parce que c'était bien. Tu te retrouves au milieu de tout voilà, ça. et j'étais la seule meuf. En plus. Et en gros, je m'entraînais avec eux, mais là, posé sur un album, ça veut dire tout le monde va t'entendre, tout le monde va te juger. Mais j'avais la niaque, en fait. Et donc, voilà, j'ai posé sur le freestyle des Sléo qui s'appelle Ne joue pas avec le feu. Et franchement, c'était un truc de ouf. Et c'est là où tu t'es fait connaître, du coup, d'encore plus de monde, y compris dans le milieu artistique. Ben oui, parce que, tu sais, en gros, à l'époque, les gars, ils étaient gentils, mais je traînais avec les Sléo, c'était mes potes. Mais il fallait que je montre de quoi je suis capable. C'est bien beau d'avoir du style, d'être habillé, mais montre ce que tu as dans les tripes, en fait. Et donc, ce jour-là, dans le studio, je me souviens très bien, les gars, ils m'ont regardé en mode, on va voir de quoi tu es capable. Et ben, je peux te dire que, de toute façon, en plus, à l'époque, j'étais vénère, moi. T'avais quel âge, là, du coup ? Je devais avoir entre 22... Non, plus jeune. La petite 21, vingtaine, quoi. Ouais, 21, 20, 21, 20, 21, 22. Et dans ma tête, je disais, hey, moi, je dois prouver, je dois montrer, moi. En plus, à l'époque, je m'habillais comme un gars. J'étais en tenue militaire, en tenue camouflage, j'avais des tresses, un mode un peu à la Dabrat, un peu. Ok, très bien. Ouais, et j'arrive comme ça au studio, motivée pour ce que j'allais faire et tout. Et je voyais bien que les gens, ils étaient un peu sceptiques, tu vois. Parce qu'ils m'avaient jamais entendu rapper. Je le faisais dans le studio des Sléo, mais c'est comme s'ils gardaient le secret, en fait. Mais eux, ils savaient ce que j'étais capable de faire. Et franchement, je suis entrée dans le studio, bon, une pression quand même, parce que c'était un studio comme ça. Et derrière, j'étais dans la cabine, et derrière, je voyais tous les gars, parce qu'ils sont passés un par un. Et moi, à un moment donné, c'était mon tour. Okay. Je suis devant le micro, je me concentre et tout. Et eux, ils sont là, ils me regardent tous en mode... on t'attend. T'avais tout approuvé, quoi. Tout approuvé. Et je suis... un des Sléo, donc Ko, il me dit, bon, fais comme au studio. Il a dit comme ça, fais comme au studio. Le beat est arrivé.
J'étais vénère dans le morceau. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu vois de quel. C'est le morceau qui dit je prends la parole sur le mic sans que l'on m'invite. Lady Lesty. Mais là, je suis calme là quand je le dis. Mais à l'époque, T'étais vénère. l'énergie, tout l'énervement de tout ce que j'avais supporté toute ma life. La girlie au mic qui dénonce trop de taspé. Flambe sans s'arrêter, j'ai calmé le feu de la femelle sans respect. Et quand j'ai fini de poser, moi j'entendais pas ce qui se passait. J'avais le casque, mais je voyais. Ils étaient en l'air. Ils étaient là. Wow, ils étaient comme des oufs en fait. Parce que tu vois mon petit corps là, je suis une petite meuf. Ils s'imaginaient pas ça. Ils s'imaginaient pas que dans ce petit corps il y avait autant d'énergie et de peut-être de colère, oui, à l'époque. Bah, à l'époque, peut-être, ouais. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, ils me respectaient. D'un coup, t'avais plus rien à prouver. Mais c'est ça, en fait. Et ce milieu-là de hip-hop, vraiment, quand on est des femmes, toute notre vie, on doit prouver. Mais c'est même pas que dans le milieu hip-hop. En fait. Ouais, c'est partout. C'est dans le monde, ouais. Mais notamment dans le hip-hop. Et encore plus à l'époque. Oui, parce que c'est un milieu de... quand on rentre dedans, on sait donc on va. C'est un milieu d'hommes. C'est un milieu où... il faut prouver, mais il faut aussi avoir une histoire. Tu peux pas venir avec une fleur dans les cheveux et dire oui, je me balade dans la ville. Il faut avoir. En fait, c'est tout un package que tu dois avoir pour prouver que finalement tu es capable. Mais voilà, c'est pour moi, à partir du moment où tu as envie de rentrer dans le monde artistique, t'es pas obligé de prouver. Mais à l'époque, il fallait prouver, surtout quand tu étais une meuf. Donc voilà, et c'était ça mon parcours toute ma vie. Et ton album, le premier, il sort en 99. Exactement. Comment, donc du coup, t'as signé, comment t'as été repéré par une maison de disques? En fait, après ça, après le freestyle des Sléo, j'ai fait les Cool Sessions 2 parce que le producteur Jimmy J m'a repéré par rapport aux Sléo, parce que les Sléo travaillaient avec lui. Ils m'ont repéré, j'ai fait les Cool Sessions 2, les Cool Sessions 1. Ensuite, ça a fait un peu de bruit et j'ai rencontré Sébastien Farran qui travaillait chez Universal à l'époque. Non, il m'a fait signer chez Barclay. Parce que je crois qu'il y a une histoire de rachat, bon bref. Ok, ouais, les maisons disques, c'était déjà le bazar à l'époque. Voilà, déjà. Bon, en tout cas, j'étais chez Universal. Et c'est là que j'ai écrit mon premier album. Et le morceau Essie, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure en bas, c'était vraiment un morceau... On a bu un café avant. Ouais, on a bu un café. On a commencé à faire l'interview avant l'interview. Faut jamais faire ça. Je te jure. Mais en fait, c'était vraiment un morceau personnel que j'avais écrit pour mon frère. Personne pourra te remplacer. Mon chagrin est tatoué dans mon cœur à jamais. J'écris avec pour encre mes larmes indélébiles. La façade baisse ses armes, marque comme l'argile. T'as perdu ton frère en 1996. C'est ça. Donc mon frère est décédé en 1996, mais il avait 21 ans. Voilà, moi j'avais 22 ans, lui il avait 21 ans. Et vous étiez très proches. Très très proches. Tu te souviens, c'est lui. Vous êtes arrivés en Guadeloupe ensemble. Voilà, on nous a déracinés là de notre terre. Moi je me souviens à l'aéroport, il est tout petit à côté de moi avec son petit costume, parce qu'on avait des costumes à l'époque. Et je lui tenais la main et on arrivait en France ensemble en fait. On n'était pas jumeaux, mais c'était comme si en fait. Vous aviez peu de différence d'âge en plus. On avait 1 an. Ouais. Et du coup, il est mort dans des circonstances abominables. En fait, il s'est fait tirer dessus par un de ses amis parce qu'ils avaient un bif entre eux. Parce que, en gros, mon frère, c'était un dealer de drogue, il faut dire les choses. Il devait récupérer de l'argent par cet ami je crois qu'il devait le ghoster. Et du coup, il est arrivé, mon frère est parti chez lui avec un fusil à pompe. Bon, c'était pas une bonne idée en fait. Non. Mais moi à l'époque, j'étais plus à la maison. Toi, t'étais au courant de toutes ces histoires-là? Mais non, j'étais pas au courant justement. Tu pensais pas que ton frère il traînait dans cet univers-là? Non. Un jour, je l'ai vu, un jour, il avait sorti de sa poche une liasse de billets. Je dis, mais c'est quoi ça? Il me disait, non, t'inquiète. Bon, après, je me suis pas posé plus de questions. Okay. Et c'est... Tu imaginais pas du tout. Non, tout. je m'imaginais pas ça en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il est parti chez lui, ils se sont disputés. Son ami lui a tiré dessus, mais je pense qu'ils se sont disputés par rapport à l'arme. Je sais pas. Je pense pas qu'il avait pour but de tuer mon frère. Mais le coup est parti et il est mort sur le coup. Et c'est là, du coup, que tu as su... Bon, tu perds ton frère, donc j'ai perdu mon frère. Mais c'est là où tu apprends aussi, du coup, exactement, qui traînait dans la drogue. Donc, tu n'as jamais pu parler de ça avec lui, en fait. Non, j'ai jamais pu parler de ça avec lui. J'ai jamais pu avoir une discussion, essayer de lui faire changer d'avis. Mais en fait... En gros, je sais pourquoi il a fait ça. C'est par rapport à toutes les histoires qui se passaient chez moi par rapport à mon père, qui était
vraiment un alcoolique violent et il a plusieurs fois eu à se battre avec mon père parce que mon père lui faisait du mal en fait. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est pas une raison. Hein. Je dis pas que je suis d'accord avec la manière dont il a voulu partir de la maison, mais il s'est dit voilà, moi je vais faire de l'argent, je vais partir avec mon petit frère parce que après j'ai eu un petit frère et une petite sœur. Ok. Et il savait que si donc mon petit frère s'appelle Johnny, il savait que si Johnny restait chez moi, il allait subir les mêmes choses que lui il subissait. Donc c'était sa logique en fait. Il fallait qu'il se fasse de Il fallait l'argent qu'il trouve rapide, de l'argent. voilà, et partir de la maison. Et du coup, moi, je m'en suis voulu beaucoup parce que j'étais pas là. J'étais pas là pour le raisonner. J'étais pas là pour l'aider. J'étais pas là pour. T'étais à milieu de t'imaginer ça. Voilà, donc, et aussi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quelques années plus tard, mon père va faire la même chose avec mon petit frère Johnny. Mais la seule différence avec Johnny, c'est que Johnny, il est venu me voir là où j'habitais à Paris, un soir. Il a sonné chez moi. J'étais avec mon mari de l'époque, donc Sébastien Farran. Il a dit, voilà, il était quoi, 22h. Et il m'a expliqué tout ce qui se passe à la maison. Et il a dit, tu sais quoi, le fusil à pompe, il était sous le lit de mon père. J'aurais pu aller le tuer, mais j'ai préféré partir. Et j'ai dit, tu sais quoi. Et du coup, là, on l'a pris en main, on l'a fait habiter un peu à Paris. Il avait quel âge? Il devait avoir 20 ans. Ok. Et du coup, il a pu faire ses études et puis être quelqu'un de bien aujourd'hui. Tu l'as remis dans le droit chemin, entre guillemets. Mais ça, je l'ai pas. Alors qu'il aurait pu tout foutre en l'air. Exactement. Et donc, du coup, l'histoire de Rudy, je me sentais tellement coupable. Dans mon cœur, je me sentais tellement coupable. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, en fait. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère, et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre. Et c'était pour Donc, la un chanson, hommage. c'est Et si. Et si, voilà. Hommage à ton frère Hommage Rudy. à mon frère. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'était la seule manière de pouvoir lui dire tout ce que je lui ai pas dit quand j'étais en face de lui à l'époque. Tu sais, on a vécu vraiment dans une bulle où on savait pas se dire qu'on s'aimait, même si on le voyait, on le sentait, mais on était mute, on pouvait pas parler en fait, parce que notre monde était dirigé par notre père et nous, on était ses valets, ou on n'était pas ses enfants. Et on n'avait rien le droit de dire, on n'avait pas le droit à la parole, on était ses objets. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu aussi faire du rap. Parce que pour moi, je devais montrer aux gens que j'étais plus une victime, en fait. C'est vraiment un parcours de vie qui est lié justement à ce que je vivais déjà à l'époque chez moi. Et ce morceau, Et si, tu l'as pas écrit de base pour que tout le monde l'entende. Non. C'était un morceau vraiment personnel. C'est toi qui écrivais à ton frère. Et comment... Bah, du coup, c'est la maison de disques qui a décidé de le mettre sur l'album, mais comment ils en ont eu vent? Et d'ailleurs, c'était Sébastien même qui était le producteur exécutif. Et il a fait écouter l'album à ceux de Universal, parce que c'est la maison de disques. Quand tu signes dans une maison de disques, en tout cas moi à mon époque, c'est eux qui décident quel single va sortir le premier. Et du coup, ils ont écouté l'album, ils avaient plusieurs idées, mais ils sont vraiment restés attirés par Et si, parce que c'est vrai que aussi à l'époque, j'ai travaillé avec Joey Starr sur la finalisation du morceau, la manière de poser le morceau, la manière de faire ressentir tout ce que je voulais. Et ben, c'était même en vrai, j'ai même pas eu besoin qu'on me force, puisque quand je chantais cette chanson, je me retrouvais vraiment dans la situation où j'avais perdu mon frère, il fallait que je lui parle en fait. Ça venait du cœur. Ça venait du cœur, voilà. C'est Sully Céphile qui a fait la production. Oui, c'est Sully Céphile. Et puis, du coup, la maison de disques a misé sur ça. Et puis, ben voilà, c'est parti. Et ce morceau, il a parlé à tout le monde. Pas forcément les gens qui ont vécu la même chose. Oui, mais t'as réussi à faire passer ton message et à retranscrire, à ce qu'on capte tous l'émotion. Et c'est ça, en fait. Et c'est vraiment... je ne l'ai pas fait dans un but de... De toute façon, moi, ma carrière, c'est... En gros, moi, si je pouvais rapper pour gratuit, je l'aurais fait gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas pour ça que je me suis mis à rapper. Non, c'était pas pour le business. C'est parce que tu avais des choses à dire. Exactement. Et on m'a empêché de le dire à l'époque où je devais le dire. Et pour moi, l'écriture, c'était vraiment ma porte de sortie. C'était vraiment... même la musique en général. Même avant que je commence à rapper, j'écoutais de la musique parce que c'est ce qui me permettait de faire évacuer tout ce que je n'arrivais pas à parler, parce que pendant longtemps je parlais pas de ce qui m'est arrivé.
Et voilà, et du coup, ce morceau, il est sorti et il a fait ce buzz-là. Et alors, quand t'apprends que ça fait le buzz et que ça cartonne, tu te dis quoi? Ben, moi, j'étais contente parce que je me suis dit, c'était une réflexion un peu débile, mais je me suis dit, au moins, redite, je sais que tu l'entends, ce morceau. Et, et encore une fois, je me remets à l'époque, comment j'étais à l'époque, je me la racontais même pas. J'étais contente d'aller sur scène, de parler à mon public, de leur exprimer tout ce que je ressentais. Et d'ailleurs, il y a eu ce morceau qui a cartonné, mais j'ai fait d'autres singles. Il y a eu For the Ladies qui est sorti après. Envers et contre tous, je représente les sœurs fières. Le morceau où je parle de être une MC au féminin. Et j'expliquais à mes pères rappeurs que c'est pas parce que vous êtes des hommes que nous les femmes on est en dessous de vous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et mais j'ai kiffé cette période du premier album. C'était extraordinaire. J'ai pu T'avais faire... aussi posé sur une compilation Kimberlit où il y avait des artistes français et des artistes, des artistes anglo-saxons. Elle était géniale cette compil. Patrice Sano qui avait produit. Oui, je vois très bien. C'est un morceau que j'avais fait parce qu'à l'époque, ma vie, de toute façon, ma vie a été up and down. Ouais. Et je me souviens, c'était un morceau pour Sébastien parce que on s'était quitté. Enfin, moi, je crois que c'était moi qui étais partie. Et ce morceau, je l'avais écrit pour lui, en fait. Le morceau, il tue. Ah ouais, non, c'était ouais. cette compile, elle était géniale. Il y avait tout le hip-hop et le R&B. Tout le hip-hop. Et c'était un mix entre les artistes français et les artistes des Anglais. Essentiellement, il y avait Mark Middleton des Blackstreet. Exactement. Il avait fait avec Vibe Ouais. un morceau qui s'appelait Tonight is the Night. Ah ouais, tu me rappelles des trucs. C'était énorme. Tu vois, en fait, tout ce que je ressens en fait, si tu regardes bien mes albums, tu sauras dans quelle étape de ma vie je suis, en fait. Ouais. En fait, je crois que c'est tous les artistes qui sont comme ça. Tu t'inspires de tout ce qui t'arrive en fait. C'est ça, en fait. Et s'il se passe rien, ça va être difficile de sortir quelque chose. Oui, ouais, mais bon, il y a des choses mauvaises qui me sont arrivées, mais par le don que Dieu m'a donné, je te le disais tout à l'heure, j'ai réussi à les transformer en quelque chose de positif. C'est fou, hein. Et ça, c'est tout le monde n'arrive magnifique. pas à ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose que tu as en toi de base. Ouais, c'est ça, c'est force. Ça. Et je suis vraiment, en tout cas, moi, je suis vraiment heureuse que j'ai pu faire toutes ces choses. Même si ma vie a été up and down, j'ai rencontré des gens merveilleux, dont toi. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? À l'époque, déjà, tu venais à Ado. Nous, je me souviens, on va revenir à l'époque où nous, vraiment, on s'est rencontrés. Tu as eu un deuxième album entre-temps. Et après, là, encore une grosse galère. Voilà, grosse galère, accident cérébral. Donc, je devais faire une grande scène, etc. Et quelques jours plus tard, avant cet accident, on me dit que la scène est annulée, l'artiste ne viendra plus, tout ça. Ça m'a donné un tracassé parce qu'on s'était préparé, en fait. Moi, j'aime bien faire des shows. Avant de monter sur scène, je veux que les gens en aient pour leur argent, entre guillemets. Donc, tu avais beaucoup bossé. Oui, j'avais beaucoup bossé et tout. Et du coup, le show, il ne s'est pas fait. Donc, j'étais deg. Et j'ai vraiment eu quelques jours où j'étais pas bien. Et puis, pendant à un moment donné, un week-end, quelques jours après cet événement-là, où j'avais j'avais une migraine, mais insupportable, en fait. C'était vraiment ça. Et du coup, à l'époque, je partageais la garde de ma fille avec le papa. Donc, sa maman m'a dit, je vais y prendre Léa, repose-toi et tout. Et c'était dans la nuit du dimanche à lundi où j'ai eu ce blackout total, c'est-à-dire que... Dans ton sommeil ou t'étais éveillée? En fait, j'étais en train de dormir et de temps en temps, la nuit, je me réveillais. À un moment donné, je voulais aller aux toilettes. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me lever. Ok. Je voulais allumer mon téléphone, je ne me souvenais plus du code du téléphone. Tu étais consciente, mais rien répondait, quoi. Voilà. Et puis, comme je n'ai pas pu me lever, je me suis rendormie. Et ce qui m'a réveillée, c'était vraiment l'interphone, parce que c'était le jour où Sébastien venait me ramener Léa. Et j'essaye de me lever et je ne peux pas me lever. Je n'ai pas de force pour me lever. Donc, et l'interphone, il sonne. Et je me jette par terre et je me traîne, je ne sais pas comment j'ai pu. Tu arrives à aller jusqu'à l'interphone pour ouvrir? Jusqu'à l'interphone pour... C'est ce qui t'a sauvé? Ouvrir, je prends l'interphone, mais je n'arrive pas à lever le bras droit.
Ah ouais. Donc, je prends avec le bras gauche, j'essaie de dire allô, rien ne sort de ma bouche. Ah ouais. T'imagines une rappeuse, sa voix, elle est dead en fait. Et du coup, comme j'arrive pas à parler, j'entends Seb qui dit allô, allô, allô. Du coup, j'appuie sur le bouton et je m'effondre par terre. J'ai Ah, plus t'as de juste force en réussi fait. à faire ça. Voilà. Et du coup, Sébastien, il rentre. Oui, parce que l'interphone était à côté de la porte. Ouais. Donc, je me suis traînée. T'as pu ouvrir la J'ai porte. pu ouvrir l'interphone, j'ai pu ouvrir la porte avec le bras gauche. Ouais. Et je me suis effondrée par terre. Et lui, il rentre, il me voit comme ça. Aïe, et aïe, Léa, aïe. elle est juste derrière lui. Et du coup, il dit à Léa, va dans ta chambre. Parce que la chambre, elle était à côté de la porte. Bah, elle a vu, hein. Du coup, elle avait quel âge, Léa? Elle avait 5 ans. Ok. Et du coup, il me prend, il me pose sur le lit. Et là, il appelle sa mère. Et sa mère lui dit, en fait, elle a un accident cérébral. En fait, sa grand-mère, à Sébastien, est décédée de la même chose. Ok. Donc, du coup, il appelle les pompiers, tout ça. Ils me prennent en charge. Et j'arrive à l'hôpital, c'est les urgences, quoi. Il y a un monde de fous. Et là, vraiment, il y a un interne, ou en tout cas, c'est quelqu'un, je me souviens, il avait une blouse blanche. Il dit, mais j'étais sur le brancard, hein, Seb au téléphone, il paniquait parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et l'interne, il dit, mais il regarde, il dit, mais c'est pas Lady Leslie? Et il fait, oui, c'est elle. Il fait, venez, suivez-moi. Et il m'a fait passer avant tout le monde, en fait. Et puis là, ils m'ont pris en charge. Parce que dans ces moments-là, ça se joue parfois à quelques minutes, Mais oui, quelques heures près. Déjà, j'avais passé 8 heures. 8 heures, parce que si j'étais avec quelqu'un chez moi, il aurait vu qu'il y avait quelque chose qui allait Mais là, pas. quand t'es seul, Voilà, donc du coup... s'il avait pas sonné, ça se trouve, à ce moment-là, Ouais, tu je serais serais morte décédée. toute seule chez toi. Du coup, ils me prennent en charge et tout. Et puis, voilà, 2 ans de rééducation, paralysé du côté droit, le visage de travers. Quand ils me mettent dans le coma, je me réveille, je reconnais plus personne. Ma fille, je la reconnais pas. Sébastien, je sais pas qui c'est. Ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, je reconnais personne, en fait. Et c'est là que je me dis, mais quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et le premier réflexe, c'est, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit merci Seigneur. Moi, j'avais une histoire compliquée avec Dieu, tu vois. C'était compliqué notre histoire. Mais je me suis rendu compte que malgré tout ça, il n'avait pas permis que je m'en aille. Et sinon, on n'aurait pas pu faire cette interview. C'est clair. J'aurais pas pu faire Ni celle Do d'avant. You Remember. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, 2 ans de rééducation, Donc là, il faut être fort aussi. Il faut vraiment avoir envie de rester et de retrouver ses facultés. Florian, est-ce que j'avais le choix même? Vu ma fille de 5 ans. C'est vrai. Il y a des gens, ma famille, des gens qui m'aiment, qui sont là, qui espèrent que, par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. J'ai écrit mon 3e album qui s'appelle Second Souffle, avec l'aide de Dadou d'ailleurs. Ok. Dadou le Toulousain. Exactement. Je me souviens, j'allais à Toulouse enregistrer et tout. C'était encore une période. Franchement, ma vie, c'est un truc de ouf. J'ai vécu des différentes vies dans une vie, en fait. C'est vrai. Et c'est vrai. Non, mais toi, c'est particulièrement un truc de fou. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer Dadou. Je me souviens, on était même parti faire un concert à La Réunion. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté le morceau. Et Dadou me dit, tu vas chanter ici. Je fais quoi? Non, je sais pas, je me rappelle plus, je sais pas. Je fais si, c'est là. Les paroles, tu l'as chanté tellement de fois, c'est dans ton cerveau. Et c'est revenu tout seul? J'ai écouté le morceau pendant au moins 2 heures avant de. Ah oui. Et après, il était là, il m'aidait, hein. Mais en tout cas, j'ai pu chanter le morceau. Ça faisait combien de temps que j'avais pas chanté ici? Peut-être 2 ans, même plus, parce que la rééducation, peut-être 5 ans. Mais c'est vrai, il avait raison, le morceau, il était là dans mon esprit. C'est fou la mémoire. Hein. C'est fou, hein. De toute façon, le corps humain, c'est un truc de fou. Non, mais laisse tomber. Il y a même des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et ils te ressortent par cœur une chanson d'il y a 10 ans. Oui, La mémoire, c'est un truc assez fou. Mais oui. Et donc voilà, donc j'ai pu faire cet album, Second Souffle, parce que c'était vraiment mon second souffle. Vraiment. Et voilà, et puis plein de choses se sont passées de merveilleux. Je me suis mariée avec Sébastien, l'homme de ma life. Et du coup, la 3e meilleure chose, c'est que j'ai eu mon fils Théo. Parce que sinon, il n'y avait que Léa au début. C'est vrai. J'ai eu mon fils Théo. Théo, voilà, les deux, c'est ma life, en fait. Et voilà, c'est extraordinaire ce qu'on peut, avec de la résilience, avec je dirais pas force de caractère, parce que chacun va puiser au fond de lui-même pour trouver la force de sortir d'une situation, en fait. J'étais pas une héroïne, hein, c'était juste que à 30 ans, s'il te plaît, je pouvais pas mourir. C'est vrai que ça aurait été tu vois ce que je veux dire? tellement jeune. Voilà.
Je me souviens du concert privé ado qu'on avait fait à l'occasion de la sortie de cet album, justement. Second souffle. C'était ton retour sur scène Yes. pour Second Souffle. On avait fait gagner, on le faisait beaucoup à l'époque, les auditeurs et les auditrices d'ado pour voir au plus près un artiste devant 200 personnes. Ouais, et c'est vrai que ce concert, quand on savait tous ce qui t'était Ben arrivé, oui, on est la chair de poule d'en parler. Oui. Et de te revoir là sur scène. Ouais, sur scène. Avec tous tes guests, je me souviens, il y avait notamment Lincha avec qui t'avais fait Diamant Noir. Exactement. Il y avait Léa, elle a fait un morceau avec moi, Léa. Tu te souviens? Ouais. Non, mais pour moi, c'était extraordinaire, encore une fois, de pouvoir partager ça avec le public. Parce qu'évidemment, le public, quand ça m'est arrivé, il ne savait pas forcément ce qui m'est arrivé. Après, on l'avait entendu dire, c'était dans la presse, après les circonstances et tout. Voilà, les circonstances, vous ne saviez pas forcément. Et vraiment, en tant qu'artiste, moi, je me dis que on vit que par le public, en fait. Dans le sens où c'est un partage, quand on est sur scène, on s'entremêle, ils me donnent, je leur donne. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a beaucoup manqué pendant tous ces 20 ans où je ne suis pas montée sur scène. Mais c'est aussi ce qui m'a aussi fortifié à revenir, c'est le fait que tous ceux qui avaient aimé mes premiers morceaux, tous ceux qui m'avaient boosté avec le morceau ici, je devais leur rendre, je devais leur donner ça, en fait. Donc là, tu es en train de dire que tu reviens. Tu viens de dire. Elle vient de dire. Elle l'a dit. Parce que cet été, quand même. Alors, on va revenir sur comment ça s'est passé. Tu es revenu au Do You Remember Festival. Ça s'est pas fait comme ça. Tu as dit que ça faisait des années que beaucoup de producteurs te proposaient. Mathieu, le producteur du Do You Remember Festival, t'a proposé. Il a réussi. Il t'a eu à l'usure, on va dire. Mais tu avais dit que tu venais que pour faire ici. Oui, je voulais venir que pour faire ici parce que c'était vraiment, comme je venais de te le dire, c'est le public qui a permis que ce morceau, il arrive là où il est arrivé, en fait. C'est pas, j'ai écrit un morceau et puis il est venu comme ça. Et d'ailleurs, je parle à tous les artistes, ceux qui se la racontent là, les gars. Si vous êtes là, c'est parce que les gens ont kické votre morceau, ils ont fait leur vue, je sais pas maintenant aujourd'hui, là, comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on dépend des gens. Hein? Arrêtez de dire, mon morceau. Si ton morceau il est là-haut, c'est grâce aux gens. Grâce aux gens. Ouais. Et grâce à ton public, et même à ceux qui te critiquent, même s'ils critiquent, ils écoutent ton morceau quand même. Donc, moi, ça avait été toujours mon adage. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les gens ont aimé ce morceau. Et je sais pas, Mathieu, il avait une manière de parler. Je sais pas, il m'a séduite dans le sens où je me suis dit, ouais, c'est vrai. En fait, en gros, j'ai envie de redonner ça au public, en fait. Et aussi, avec ça, me redonner aussi le plaisir de pouvoir partager ça avec eux. Avant de remonter sur scène, tu savais que t'allais kiffer quand même ou bien sûr. Bah oui, t'étais sûr. Mais bien sûr, j'allais kiffer. Et ça faisait tellement d'années, et le truc merveilleux que vous avez, toi et Mathieu avez permis, c'est que je monte sur scène, que mon fils qui m'avait jamais vu sur scène me voit. C'est vrai parce que lui, du coup, il a 18 ans. Il a 19 ans là. Donc il t'avait jamais vu sur scène. Et que ma fille, qui a toujours été là à côté de moi et Sébastien, quand on allait aux Antilles, on emmenait partout avec nous. Elle était à côté de Seb quand il mixait. Elle a un petit bout de petite femme là, comme ça. Et maintenant, quand je suis arrivée pour faire le concert, elle faisait le rôle de... En fait, elle remplaçait son père, en fait. Ta manageuse, c'était... C'était ma manageuse. Ouais. Et je marchais derrière elle, je dis là, mais non, mais c'est un truc de ouf ce qui m'arrive. Léa Farran. Ouais, c'est juste extraordinaire qu'elle ait suivi cette route. Parce que maintenant, elle bosse dans la musique. Maintenant, elle bosse dans la musique. Elle a travaillé à Universal. Et c'était pas un piston, hein. Elle a travaillé dur. Elle a été... on l'a appelée parce que c'était elle. Et maintenant, elle travaille avec une artiste. Aujourd'hui, elle manage Meryl. Et ce jour-là, elle a dit, maman, je serai là pour toi. Et elle est venue. Et ça, pour moi, c'était un des meilleurs cadeaux, en fait. Et ton fils, ça lui a donné envie de rapper? Eh ben oui, maintenant, bon, j'imagine... il traînait déjà avec des potes à lui qui rappaient, etc., machin. Mais je pense aussi que il s'est dit, ouais, non, ma maman... T'imagines, ta mère, c'est Lady Leslie. Non, mais laisse c'est un tomber, truc de fou. et en fait, il se dit, ouais... Et je trouve qu'il a un petit truc. Moi, je trouve qu'il a un petit truc de... Voilà. Bon, leur flow, c'est toujours la même chose, hein, je trouve, hein, là, les petits rappeurs d'aujourd'hui. Mais Et justement, ton regard de toi, la pionnière, sur le rap d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent. Il y a beaucoup de vocodeurs. Ouais, c'est complètement différent. C'est...
nous, à l'époque, on était plus revendicateurs. Ouais, il y a ça qui va pas, on va le dire. Ouais, non, non, non. On était, quand on rappait, on était raw, on était sans filtre, en fait. Et il n'y avait pas de vocodeur. On voulait bien qu'on comprenne ce qu'on dit, donc on articulait bien. C'était vraiment différent. Aujourd'hui, on aurait dit que les rappeurs, ils sont plus cool, comme ça, là. Tout va bien. Bon, même s'il y en a quelques-uns qui expriment des choses. Quand même un peu. Oui, un peu. Mais en tout cas, le rap qu'écoute mon fils, c'est pas... ouais, ils disent beaucoup de gros mots, etc. en anglais. Non, comme les gens ne comprennent pas vraiment l'anglais, donc ils s'en fichent un peu. Mais... En anglais, ils disaient déjà. Ouais. Mais je trouve que, en tout cas, ce que fait Théo, c'est plus rythmé, plus mélodieux. Écoute mes anciens morceaux. Moi, il n'y a pas de mélodie. Moi, je suis vénère et je le fais sentir, en fait. Et c'est ça la différence aussi. Ouais. On n'a pas vécu les mêmes choses. Moi, si vous écoutez mes anciens titres, on sentait la colère, on sentait la hargne, on sentait... parce que c'était ce que je transportais. Mes enfants, ils ont grandi cool, pas de problème. On est les enfants de Lady Leslie et Sébastien Farran, tout va bien. Donc, ça se transmet aussi dans leur manière d'être et même Théo dans ce qu'il exprime. Mais moi, je le pousse, je l'encourage. Comme on disait tout à l'heure, le monde de la musique, il a changé. Le monde du business a changé. Et il faut que je m'adapte en tant que daronne de Théo, tu vois. C'est ça. Au moins, il peut avoir des conseils. Oui, musicalement, artistiquement, tu as des choses à lui dire. C'est ça. Et moi je fais pas la langue de bois. Si c'est naze, je dirais c'est naze. Si c'est bien, moi, je l'encourage et voilà, mais je veux pas le stopper. Mes enfants, ils ont le monde devant eux et toute cette génération là, ceux qui sont nés avec les téléphones, les vues et les je sais pas quoi là, les Instagram, les TikTok, etc. Ils ont le monde devant eux et ils peuvent faire tellement de trucs. Donc voilà, en tout cas, moi je suis une force tranquille à côté de lui, à côté d'elle, s'ils veulent des conseils, des trucs. Et moi je les pousserai toujours à aller de l'avant, toujours à surtout si tu as un rêve. Ne laisse personne te bloquer. Parce que si moi j'avais écouté les gens au début, quand je faisais écouter mon premier rap, on m'a dit c'est nul, je serais pas là aujourd'hui. T'aurais arrêté. C'est ça. Voilà. Donc il faut, même si il y a des avis contraires, toujours essayer de trouver le meilleur, trouver les meilleurs mots, le meilleur flow, les meilleures manières de travailler, les meilleurs producteurs, toujours aller au-dessus de ce qu'on peut faire en fait. Et à l'époque, tu disais quand t'étais jeune avec tes sons, t'étais en colère. Là, t'es plus en colère. Non. Et alors, tu vas raconter quoi? J'ai plein de trucs à raconter. Oh là là, j'ai trop de trucs à raconter. Mais tu sais, en fait, cette colère-là, elle était due à quelque chose. Elle était due à mon passé de violence, je parle de ma famille. Tu l'as raconté dans ton livre d'ailleurs en 2015. Ouais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Dans la lumière, où j'exprime non pas les pensées de Lady Leslie, mais c'est les pensées de Aline, mais tout en parlant du milieu dans lequel j'ai grandi, le milieu du rap. Et c'est vrai que je vais pas raconter parce que c'est vraiment trop long, mais j'ai grandi, lisez le livre. J'ai vécu dans une famille où la colère, la haine, la rage, c'était les fondements. Parce que mon papa a grandi aussi dans une famille comme ça. Il a reproduit un schéma. Et toi, t'as arrêté. Bam, exactement, la reproduction du schéma. Exactement, t'as tout compris. Et j'ai arrêté ça. Blah. Comme ça, mes enfants... C'est pour ça que j'ai mes enfants, ils ont vécu dans... Parce que je voulais certainement pas reproduire ce que mon père avait fait. Alors, je suis pas parfaite, j'ai certainement reproduit quelques petites choses, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, ça va pas là. Tu sais quoi? Tu vas faire 2 pas en arrière, tu vas laisser un peu tomber... Parce que le milieu du rap, c'est un monde violent. Hein. Et quand j'ai quitté ma famille pour entrer dans le milieu du rap, c'était normal pour moi, cette violence qui se passait dans le milieu du rap. Parce que c'était la même chose. Mais aujourd'hui, et franchement, hein, tu vois bien, je suis pas bien grande, hein, mais franchement, si quelqu'un me cherchait des noises... Il faut pas t'embêter. Aïe. Et aujourd'hui, et donc ce que je dis, c'est que à un moment donné, j'ai continué à aller dans ce monde de violence, etc. Mais j'ai vu aussi qu'autour de moi, je faisais du mal aux gens, des personnes proches de moi. Et
à un moment donné, j'ai dit stop. Et c'est justement là où j'ai arrêté ma carrière et je me suis reconcentrée sur moi, savoir qui j'étais. C'est pour ça que tu as arrêté ta carrière? Ouais. Qui j'étais au début. Quand je suis née, qui Dieu voulait que je sois. Et alors, il y a eu des circonstances qui ont permis aussi que je m'en aille. Hein. Sébastien a demandé le divorce. Mais je sentais qu'au fond de moi, il fallait que je laisse tomber le rap. Parce que le monde du rap, là, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de violence, comme je le dis, beaucoup de me, myself and I, beaucoup l'image, c'est l'image, tu vois, il faut toujours l'image. Même si on est derrière un micro et qu'on rappe et qu'on a le flow et qu'on raconte des trucs, mais qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu ramènes le positif, en fait? Et c'est beaucoup à cause de ça, dans le sens où je voulais savoir qui j'étais vraiment, qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait que je fasse 2 pas en arrière et que je trouve qui j'étais, en fait. C'est exactement ça. J'ai trouvé qui j'étais. Et regarde, pas mal, la personne est pas mal. Aïe, mais c'est vrai, en fait. Voilà. Et donc, il n'y a plus de colère en moi. J'ai toujours T'es apaisé. J'ai toujours mon caractère, hein. Faut pas venir me chercher. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, je suis apaisée, je sais qui je suis, je sais où est-ce que je veux aller. Et j'ai aussi mes enfants que je veux propulser, en fait. Quand je dis propulser, pas dans le milieu de la musique ou quoi, mais faire en sorte qu'ils aient des bonnes valeurs, qu'ils prennent les bons choix à des moments stratégiques et surtout qu'ils sentent que je les aime. Même pas qu'ils sentent, tous les jours je leur dis. Et que grâce à cet amour, ils arrivent à faire des belles choses, en fait. Parce que moi, si j'étais comme ça, c'est parce que j'ai manqué d'amour. Et c'est ça voilà, tu me dis qu'est-ce que je vais raconter? J'ai plein de trucs à raconter. En fait, quand les gens ils manquent d'amour, ça donne des je vais pas citer des noms, mais ça donne des rappeurs vénères là sur le micro, ça donne des même si on sort du milieu du rap, ça donne des comment on appelle ça, des leaders qui prennent des décisions qu'il faut pas qu'ils prennent. Le monde, il a besoin d'amour, en fait, mais pas l'amour Eros, hein. L'amour de Dieu, l'amour agapé. Et ça, pour savoir ça, il faut rentrer dans un truc où t'as peut-être pas envie de rentrer, à savoir pourquoi t'es sur cette terre, en fait. Voilà, en tout cas, c'était ma réflexion et c'était ton cheminement. Mon cheminement, exactement. Et voilà, et du coup, voilà, moi, je suis apaisée, je suis cool, je suis tranquille dans ma vie. Tu t'es trouvé, du coup, tu as une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as un métier normal. Oui, un métier pour vivre. Tu vas au travail tous les jours. Ouais, voilà. Tu veux dire ce que tu fais ou tu veux pas dire? Je peux le dire, mais je sais que ça va pas durer. Enfin, ça va pas durer dans le sens où, moi, à chaque fois, je m'adapte à toutes les situations. Le rap, c'est en moi. Lady Leslie, c'est en moi, ça va jamais partir jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui. Donc Lady Leslie, c'est là et ça va pas bouger. Maintenant, il faut vivre. Et c'est vrai que aujourd'hui, le fait que je sois sortie du rap, c'était vraiment une décision. Et il faut que je mange, il faut que je vive ma vie correctement. Donc ça fait pas très longtemps, hein. Ça doit faire peut-être 1 an que je travaille dans les tram-trains. Ok. Voilà, je suis dans un PCC et j'explique aux gens comment dire ça, s'il y a des perturbations, etc. C'est toi qui fais ça? Ouais, c'est moi qui fais ça. C'est toi qui nous annonce les mauvaises nouvelles. Ouais, c'est ça. Et voilà, parce que je dis que ça va pas durer parce que j'ai des projets et puis je sais que ma vie, tu sais, c'est un perpétuel. Il y a toujours des péripéties. Des péripéties, tu vois. Donc, et puis j'ai d'autres projets. Un jour, j'espère être producteur de musique. Tu peux là, franchement. Voilà, exactement. Je suis producteur de musique. Je peux faire, comme je disais pour mes enfants, je peux tout faire. On a hâte de voir la suite en tout cas. Et puis on va monter sur scène aussi. T'as retrouvé l'adresse d'Ado. Voilà. Tu nous envoies tout ça, tu nous tiens au courant. Je peux rapper, je prends un micro, un truc, hop, j'enregistre un morceau, je le balance sur... Et d'ailleurs, je me suis autoproduite. Alors, c'est plus comme dans les maisons de disques, hein, voilà, maintenant c'est sur Insta. Maintenant, en fait, t'as presque plus besoin d'eux, entre guillemets. Bah oui. Ton son, il est prêt, tu le balances toi-même. Je le balance, voilà. En plus, maintenant, j'ai mon petit pote qui travaille chez Ado, là.
Non, mais tout ça pour dire que moi, je suis libre, en fait. Je suis libre parce que je pense que j'ai fait ce que je devais faire à un moment donné précis dans le milieu du rap. Et j'ai rien à prouver à personne. Après, si les petits jeunes ne me connaissent pas, c'est pas grave. Moi, je suis ouverte. Et je peux travailler très bien avec un petit jeune. Enfin, un petit jeune, ceux d'aujourd'hui, les petits rappeurs d'aujourd'hui. Voilà, moi, je suis ouverte, je suis open. Et voilà. Mais jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui, je suis Al. Et bah, le plus longtemps possible alors. Yes. Merci Aline. Encore là avec tout le monde, des cordas. Yes. Merci. Avec plaisir.